Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision Futur Média. Merci de votre fidélité renouvelée à la TFM. C'est une immense joie de vous retrouver pour votre émission de passage à Paris. De passage à Paris, l'occasion de s'arrêter sur l'actualité nationale et internationale. Pour cette première, nous avons le plaisir de recevoir le consul général du Sénégal à Paris, Monsieur Amadou Diallo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, je vous en prie. C'est moi, merci. Nous allons revenir durant cette émission sur les liens séculaires entre le Sénégal et la France. Comment faciliter les démarches administratives des Sénégalais, et tout cela à moins de 4 mois maintenant de l'élection présidentielle. Nous allons revenir également sur la diplomatie économique. Nous allons parler de la coopération bilatérale, disons, entre le Sénégal et le pays de Marianne. Mais d'abord, nous sommes à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Quels sont les dispositifs ici au consulat? Comment vous vous préparez à cette échéance? Merci beaucoup, chérie. Je voudrais tout d'abord vous remercier vraiment de vous intéresser à la communauté sénégalaise ici en France. C'est vrai que c'est l'une des toutes premières communautés sénégalaises à l'étranger, de par l'histoire et aussi de par le nombre donc, qui y réside. Parlant donc des élections présidentielles qui se configurent, effectivement, nous avons les bureaux, les lieux de vote sont identifiés, nous avons pris des locaux, nous sommes en contact avec les préfectures pour la gestion de sécurité de ces locaux. Au niveau de la distribution des cartes, nous continuons de distribuer des cartes qui étaient que nous avions en 2017. Et nous attendons d'avoir la délivrance des cartes de 2018. Donc nous avions une commission spéciale qui a séjourné au mois de mars-avril ici en France et qui a renouvelé ou en tout cas inscrit de nouveaux, où nous avons de nouveaux inscrits. Et nous attendons d'avoir ces cartes-là. Ça va se faire d'ici une semaine. Ça se passe bien? Quelle est la fréquence? Parce que c'est quand même compliqué. On l'a vu, les imperfections qu'il y a eu lors des législatives. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter tout cela? Parce qu'il y en a eu quand même des imperfections. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des imperfections et parfois des malentendus. Parce que le service consulaire, c'est un service administratif. C'est comme une préfecture, c'est comme une mairie. Donc voilà, mais nous avons mis en place une commission composée de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de l'État, ce que nous en avons ici dans le consulat, qui ont dirigé ces commissions conformément donc, au code électoral du récent code électoral. Donc toutes les parties prenantes ont participé à cette commission. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés liées donc à la réception des cartes. Oui. Qui n'était pas organisé à partir de Dakar. Donc, au nombre impressionnant. Difficultés dues à des erreurs administratives, on peut le dire? Pas forcément des erreurs. Nous avons inscrit énormément de Sénégalais. L'impréparation aussi. Oui, le temps était un peu compliqué parce que nous sommes passés quand même à la biométrie. Donc, c'est une nouvelle logistique, une nouvelle façon de travailler qui a même un peu revu notre code électoral. Parce que nous avons maintenant une carte qui fait carte d'identité et carte d'électeur. Oui. Ce qui fait recto verso. Recto verso, ce qu'il fallait prendre en compte toute cette nouveauté. Et ce qui a fait, dans le temps qui nous était imparti, un temps très serré, 65 000 inscrits, il fallait le faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il y a encore des Sénégalais qui peinent à recevoir leur carte aussi. Oui. Et encore moins ici à Paris, où c'est de plus en plus difficile. Je le disais à l'entame de mon propos, il y a eu ces imperfections lors des législatives de juillet 2017. Concrètement, est-ce que vous, en tant que consul, vous avez cette pression-là? Est-ce que vous mettez tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème? Oui, vous rappelez que nous avons toujours des cartes. Nos compatriotes aussi ne viennent pas retirer forcément leurs cartes. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas leur carte. Il y en a qui sont venus. C'est la faute des compatriotes alors? Oui, non, je ne dis pas la faute des compatriotes, mais les compatriotes peuvent aussi venir récupérer leurs cartes. Nous en avons à peu près 3000 cartes qui sont actuellement en stock. Donc ils peuvent venir récupérer leurs cartes. 3000 cartes qui sont là dans le consulat? Qui sont là dans le consulat. Ils peuvent venir les récupérer. On le fait au quotidien. Mais qu'est-ce que vous allez en faire au bout d'un moment? Parce qu'on n'allait pas les garder quand même. Pourquoi pas ne pas les leur envoyer? Vous avez leurs adresses. Non, nous ne pouvons pas. Les cartes consulaires, nous les distribuons quand nous sommes en déplacement en province. Non, nous ne pouvons pas leur envoyer
dans les bases, ce sont quand même des documents... Dans le cadre du consulat mobile. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Dans votre travail de consul ici à Paris, il y a eu, disons, depuis un an, aujourd'hui, il y a 15 députés dédiés à la diaspora qui ont été élus durant ces élections législatives de juillet 2017. Est-ce que vous ressentez leur apport concrètement, sans faire vraiment de la politique politicienne, parce qu'on en a beaucoup dit aussi sur ces députés de la diaspora. Est-ce que vous dites aujourd'hui que finalement, on a bien fait de les élire, tout simplement? Nous disons que c'est un peu quand même tôt de faire le bilan. Ça fait un an quand même. Ça fait un an, ils sont régulièrement ici en France. Quand ils viennent, ils font des audiences ici. Ils viennent en vacances Non, ils viennent travailler, ils sont affectés. Là, ils viennent de repartir mardi dernier pour participer donc, aux sessions parlementaires. Ils sont là, ils sont dans leur zone de résidence. Leur zone de résidence, c'est la diaspora. C'est important, le monde entier a salué cette initiative-là. Elle va s'améliorer. C'était utile, c'était pertinent? C'est utile parce qu'il y a plus de 3 millions de Sénégalais à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, vous, dans votre travail de consul? C'est un complément, en fait, parce qu'ils vont m'aider aujourd'hui à améliorer la qualité des services consulaires. Ils connaissent les difficultés des Sénégalais. Ce sont des parlementaires. Le budget qui est voté par eux. Les décisions sont prises au niveau du Parlement. Donc eux, ce sont nos principaux aujourd'hui avocats. Donc moi, je suis là, je réside dans la zone, je participe pas aux sessions. Eux, ils seront sur place, ils seront à même, parce que étant déjà des Sénégalais de la diaspora, donc qui ont vécu toutes ces situations-là, ils vont aller aujourd'hui porter la parole de ces 3 millions, voire plus de Sénégalais résidant dans le monde entier. 15 députés, c'est important. Je vois que vous êtes un bon avocat, en tout cas, de ces 15 députés. Absolument, c'est super. Mais quand même, restons un peu sur les élections, parce que c'est important quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui de la diaspora qui sont à Paris, qui nous regardent et qui sont inquiets aujourd'hui quand on se rappelle tout ce qui s'est passé. Quelles sont les rassurances que vous pouvez donner aujourd'hui que les élections, parce qu'il y a quand même plus de 160 bureaux de vote en France, un peu plus de 100. Un peu plus de 100, si ma mémoire est fidèle. Clairement, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer ici en France? Ça va bien se passer parce que nous sommes... Parce que vous regardez tout ce qui se passe au pays, l'heure est au parrainage, ça va un peu dans tous les sens. Nous sommes dans le bon timing aujourd'hui. Nous sommes dans le bon timing. Nous attendons, comme je vous dis, incessamment la réception des dernières cartes qui vont arriver, je pense, 1 semaine, maximum 2 semaines. Et après, tout ce qui est répartition des lieux de vote, ça a été fait. Les bureaux sont connus. Nous sommes en contact avec les mairies et les préfets qui hébergent nos lieux de vote. Ici, à Paris, le nécessaire a été fait. Donc, j'ai une commission interne qui travaille sur l'organisation des élections, parce que c'est un enjeu très important pour nous. Absolument. Chaque semaine, nous tenons une réunion. J'ai aujourd'hui un de mes agents qui est à Dakar, qui complète donc cette équipe qui travaille sur l'organisation de ces élections. C'est un enjeu important, vous l'avez dit. L'électorat de Paris est stratégique. On compte, vous l'avez dit, un peu plus de 60 bureaux de vote rien qu'à Paris. Paris qui est de plus en plus politique ou politisé. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Je préfère le mot politiser Paris. Politiser, ce qui explique, c'est quand même l'histoire entre le Sénégal et la France. Nous avons tous nos anciens chefs d'État qui ont passé ici, ou en tout cas qui ont une vie ici en France. Donc nous avons quand même un lien très étroit, historique, et même qui dépasse aujourd'hui les institutions familiales. Le président Senghor en Normandie et le président Wade à Versailles. À Versailles, le président Diouf à Paris. Et voilà, donc et demain peut-être le président Macky Sall. Pourquoi pas à Fatick? Si vous préférez. Voilà, donc je le dis parce que c'est possible. Donc moi, j'ai dit tout simplement, c'est politisé, effectivement, parce que je pense que Paris, les résultats de Paris ont toujours impacté les élections au Sénégal. Donc le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui. Exactement. En général, le pourcentage... C'est de bonne guerre, donc si on voit aujourd'hui cette politisation aujourd'hui de Paris. Paris est un bureau de référence, est un bureau qui explique les résultats demain. C'est-à-dire qu'en général, le pourcentage que vous avez à Paris, vous avez le même pourcentage au niveau des élections. Est-ce que c'est ce qui explique que vous-même, vous êtes politique en réalité, monsieur le consul? Non, moi, j'ai été politique, mais là, je suis... Non, de par mes fonctions, j'ai été formé pour pouvoir garder ma neutralité dans l'exercice de ma mission. Donc, je peux être politique quand il faut le faire, je peux être aussi neutre quand il faut le faire. C'est la fonction publique, c'est une mission qui est une mission de sacerdoce, une fonction publique, que j'ai le devoir et l'obligation d'exercer.
et je suis en train de le faire. Depuis que je suis là, on peut me caricaturer, on peut faire ce qu'on veut, mais depuis que je suis là, je travaille avec des fonctionnaires avec qui je collabore et qui m'aident dans le travail au quotidien. Et je pense que ce devoir de neutralité pour le travail... Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes plus militant de l'APR, c'est ça? Je reste militant de l'APR dans l'ombre, ce que je suis... Ah, dans l'ombre? Oui, je reste militant de l'APR dans l'ombre, comme il y en a beaucoup. Vous avez aussi des responsables politiques qui sont fonctionnaires, qui sont politiques. Non, mais c'est important parce que sont fonctionnaires, qui sont politiques. Vous organisez, vous l'avez dit tout à l'heure, Paris est politisé aujourd'hui. Quand vous-même le consul, vous êtes politique, ça fausse un peu les débats, on peut le dire. J'ai une origine politique, disons, mais dans l'exercice de mon travail... Vous êtes détaché de cette origine-là? C'est compliqué de se détacher de ces origines, en général. Je suis détaché par rapport à l'exercice de mon travail. Et ça, c'est un sacerdoce. Je le fais parce que c'est le Sénégal. On n'a pas le droit aussi de jouer avec certaines fonctions. C'est une fonction de neutralité. On doit le faire. Après, demain, si j'ai une fonction qui me permet de revenir sur mon engagement politique, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, et puis en France, s'agissant de la politique, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ça se passe très bien. C'est comme si vous êtes en train de me dire, on peut transposer le débat, le chef de l'État ne peut pas être chef de parti, mais en réalité, tout le monde sait que c'est le président Macky Sall qui tire les ficelles de l'APR. Oui, disons, c'est le fonctionnement de notre pays qui est comme ça. Ça aurait pu être autrement. Aujourd'hui, tous les chefs d'État ont été politiques, ils ont géré l'appareil, mais cela ne change pas que nous avons une fonction publique qui fait le travail de la fonction publique. C'est ça la réalité du terrain. Chaque pays, vous prenez les États-Unis, Trump vient avec l'administration Trump, Macron vient avec son administration, le président Macky Sall vient avec son administration, c'est tout à fait normal. Mais nous avons une pratique au niveau du Sénégal, que ce soit avec le président Macky Sall ou avec quelqu'un d'autre, cette pratique, elle reste. Le Sénégal est particulier. Il est président de son parti. Le Sénégal est particulier, c'est ce que vous voulez dire? Oui, le Sénégal, c'est le Sénégal, bien sûr. On nous vante comme une grande démocratie, donc... Oui, nous pouvons vraiment être fiers de ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Nous pouvons vraiment être fiers. Il y a encore des choses à améliorer, tout n'est pas top, il y a des choses à changer, mais quand même, il y a eu énormément de choses qui sont faites et il y a des pays qui nous envient notre démocratie et notre système démocratique. Amadou Diallo, vos services ont toujours du mal, ou en tout cas souvent, bien souvent, depuis un certain moment, à accueillir le président de la République. Pourquoi c'est compliqué pour aujourd'hui le président de la République de venir à Paris sans qu'il y ait un sentiment de mécontentement? Ça rentre dans la politisation que vous parlez, dont vous parlez tout à l'heure? Quand vous parlez comme ça, on a l'impression que ce sont les Sénégalais, c'est 2, 3, 4 personnes, ce sont des manifestations. C'est de la démocratie. C'est pas 2, 3 personnes, on a vu les images. Il n'y en a pas beaucoup, je suis là, je les connais tous, je connais les acteurs du terrain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on politise trop. L'État reste l'État, le chef d'État c'est une fonction, elle est aujourd'hui gérée, incarnée par le président Macky Sall, demain ce sera quelqu'un d'autre, mais c'est une institution, donc malheureusement on a politisé donc les séjours du président. Pourquoi c'est compliqué? Est-ce que vous redoutez quand le président doit venir à Paris, vous-même en tant que consul? Non, on redoute jamais. Dans l'organisation, dans l'administration du consulat? On redoute jamais, ce sont des choses qui arrivent. C'est l'expression démocratique, mais parfois, je pense qu'il y en a un peu de trop, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas peut-être comment ça fonctionne, mais c'est l'exercice de la démocratie. Les gens peuvent manifester, la manifestation elle est reconnue dans notre programme institutionnel. Donc c'est normal que les gens manifestent, mais en restant donc, dans le cadre légal de la manifestation. Ça c'est une bonne chose, mais il ne faut pas aller au-delà du cadre légal. Bien sûr. Parlons un peu maintenant du fonctionnement du consulat. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter les démarches administratives du Sénégal? Parce qu'il y a encore quelques problèmes quand les Sénégalais doivent venir prendre leur passeport. Question pratique, ça prend combien de temps? Je suis Sénégalais, je suis en France, je veux faire mon passeport qui est expiré? Maximum 3 jours. D'accord. Et comment? Quel est le procédé? Le procédé, c'est... Aujourd'hui, on a mis en place un site internet. Vous habitez à Paris ou que vous soyez au bout de la France, ou même dans d'autres pays, vous prenez un rendez-vous. Vous arrivez, il y a un document qui vous dit que vous pouvez venir et quand vous arrivez, il y a une liste.
Vous venez, vous avez les documents requis, parce que dans le document qui est généré après votre rendez-vous, tout est marqué. Et parfois, ça peut aller vite, parfois, compte tenu des demandes que nous avions, par exemple, pendant les vacances d'été, ça prenait un peu de temps. Ouais. Dès qu'on prend le rendez-vous, il y a un document qui est généré automatiquement où tous les documents requis sont mentionnés. Quand vous arrivez le matin, il y a une liste qui est déjà sur place. On vérifie que vous êtes sur la liste et on vous demande de présenter les documents. On vous remet un ticket, on vous appelle par le numéro que vous avez et après vous passez donc au niveau de la machine. On vous prend. Si vous venez de loin, vous repartez avec votre passeport dans l'après-midi. Si j'habite en province, par exemple. Vous habitez en province lointaine. Donc sur la fiche, on vous demande de repasser un peu plus tard. Donc on commence à produire les passeports vers 15h, 14h30, 15h. Okay. Donc vous repassez un peu plus tard, on vous remet votre passeport, sinon c'est 3 jours maximum. D'accord. Donc quand j'habite en province, je peux avoir un passeport le même jour. En 24 heures. En 24 heures. Le même jour. C'est même pas en 24 heures, c'est en moins de 2 heures, 3 heures. D'accord. C'est la même chose pour la pièce d'identité également ou pas? Non, la pièce d'identité. C'est des questions basiques, mais c'est important quand même. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des calvaires. C'est le même système pour les cartes d'identité, pour la prise des rendez-vous, c'est le même système. Par contre, nous ne produisons pas les cartes d'identité sur place. D'accord. Pour l'instant, c'est à Dakar. Donc nous, tous les soirs, nous routons sur Dakar pour leur envoyer les bases de données. Donc toutes les 2 semaines, nous recevons donc les cartes d'identité qui sont produites pour les remettre aux ayants droit. Mais nous prenons le soin de prendre leur numéro et de leur envoyer un SMS pour leur dire que votre carte d'identité est réceptionnée. Et sinon, ils viennent, on leur donne un rendez-vous sur la fiche, on leur dit 1 mois en général pour éviter qu'ils fassent des allers-retours. Et dès qu'ils viennent, ils trouvent leur carte d'identité sur place. Et le fonctionnement du consul en tant que tel, de l'accueil à votre bureau, est-ce que tout est conforme, est-ce que tout est lisse? Il y a énormément de choses qu'il faut revoir, mais nous avons fait un pas au niveau de la qualité du service public. C'est important. Au niveau de l'accueil physique, au niveau de l'accueil physique, déjà, il y avait même des problèmes au niveau des horaires d'ouverture et de fermeture. Et il y a encore des choses à dire, parce que, pardonnez-moi, mais personnellement, moi, je suis venu faire des besoins administratifs, comme tout citoyen, à 2 reprises. Il y a l'accueil, mais en revanche, il n'y a pas d'orientation. Ça, je peux le dire en tant que citoyen. Est-ce que, là aussi, il ne faut pas faire des avancées Non, je sais que, comme je vous ai dit, moi je suis en poste depuis 6 ans, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, il y a encore des choses à faire. C'est que notre bâtiment, déjà, il n'est pas configuré à recevoir un certain nombre de personnes. C'est un établissement recevant du public qui a un règlement au niveau de la France. Donc, mais voilà, il y a des choses à améliorer là-dedans. Aujourd'hui, nous accueillons à peu près un peu plus de 200 personnes par jour. Donc, encore que ça va, donc nous pouvons toujours nous améliorer là-dessus. Donc, c'est l'accueil physique, c'est quand vous arrivez, vous rentrez dans le couloir, il y a un gendarme toujours à l'accueil qui vous reçoit systématiquement. Et il y a souvent beaucoup de monde aussi. Oui, il y a du monde, mais les gens sont quand même accueillis. Nous avons des gendarmes qui accueillent et qui vous orientent. Vous accueillent, qui vous disent que pour l'état civil... Pour vous dire, aller au 1er ou au 2e étage, mais une fois au 2e étage, moi je parle de ce que j'ai vécu, une fois au 2e étage, vous cherchez votre interlocuteur. Oui, nous avons déjà, vous avez vu, il y a des identités devant les bureaux, il n'y en avait pas. Les étages n'étaient pas numérotés, ce sont des choses basiques. Et il y a un organigramme, quand vous rentrez dans le consulat, dans le couloir, il y a tout de suite un organigramme qui vous dit au rez-de-chaussée, vous avez tel service, au 1er, au 2e, vous avez tel service. Et cet organigramme-là, quand vous arrivez, vous avez quand même des informations. Absolument. Mais qu'est-ce que vous faites de la charte d'Aline Sitoé Diatta que vous avez vous-même mise en place? Oui, c'est la charte d'Aline Sitoé Diatta qui nous a incité à mettre en place le système, le système Internet, enfin notre site Internet. C'est la charte qui nous a aussi donné l'envie de changer notre téléphonie. Nous l'avons changé parce que l'accueil téléphonique est aussi important que l'accueil physique. Et ensuite, c'est aussi la charte qui nous a permis de définir nos horaires de travail et que nous avons communiqué partout. Très bien. Pour l'accueil, et nous avons mis en place une gestion de file d'attente. Donc quand vous arrivez, vous avez un ticket, vous avez dit tout à l'heure que vous arrivez au 2e étage, vous arrivez, vous tirez votre ticket. Et c'est la machine qui vous dit ticket numéro 3, allez à bureau numéro. Et aujourd'hui, devant tous les bureaux sont identifiés. Il n'y a pas un seul bureau qui n'est pas identifié. C'est vrai que c'est récent, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Alors, on va parler maintenant de la diplomatie économique. C'est très important. Connaissez-vous le mouvement Auchan Dégage?
Oui, je connais le mouvement Auchan Dégage. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que consul? Vu d'ici, est-ce que vous avez forcément un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis, c'est écœurant. C'est très difficile à accepter, au fait. C'est-à-dire? Parce que le président Macky Sall a été quand même très précis sur la question de la diplomatie économique. Nous faisons régulièrement des rencontres à Dakar où nous n'évoquons que de la diplomatie économique, qui était un domaine réservé des grandes puissances économiques. Mais aujourd'hui, un pays comme le Sénégal parle de diplomatie économique. Quand nous sommes ici en France, nous accueillons des investisseurs. Nous leur disons, venez au Sénégal, il y a des opportunités. Venez voir ce qui se passe là-bas. Vous pouvez vous faire de l'argent, mais vous pouvez aussi développer votre business au Sénégal. Et quand ces entreprises, Auchan et d'autres, et tous les pays le font, et vu d'ici, c'est assez écœurant qu'on se rende compte qu'une grande Auchan, ce n'est pas n'importe quelle enseigne. C'est une grande enseigne dans la grande distribution. Fait partie des plus grandes enseignes dans le monde. Donc une grande enseigne comme Auchan qui arrive, et quand Auchan arrive, vient avec d'autres investisseurs. Auchan arrive et s'installe, et que les gens commencent à manifester, ou il y a des manifestations, ce n'est pas tout le Sénégal qui manifeste, fort heureusement. Je pense qu'il y a des manifestations, mais je trouve ça un peu, c'est écœurant, parce que nous sommes dans la diplomatie économique, nous demandons à des entreprises, PME, des TPE et de grandes multinationales de venir chez nous, de créer des emplois, parce que Auchan vient quand même avec beaucoup de création d'emplois, vient aussi en incitant le secteur de la grande distribution, en développant d'autres activités inhérentes que des Sénégalais vont créer. Elle va travailler avec les paysans sénégalais, ils vont travailler pour la logistique, ils vont travailler sur pas mal de choses, améliorer le pouvoir d'achat. Je pense que je trouve que s'il y a des entreprises sénégalaises qui peuvent le faire, pourquoi pas? Mais Auchan, c'est une multinationale, elle n'appartient pas qu'à la France. Aujourd'hui, c'est une enseigne qui appartient au monde entier. Parce que c'est une enseigne qui est présente un peu partout dans le monde. Donc c'est dommage qu'une enseigne comme ça trouve l'opportunité de venir au Sénégal et que des Sénégalais ne soient pas contents de... Je trouve pas, maintenant, il y a peut-être d'autres logiques que je comprends, que je peux comprendre. Mais ne pas oublier aussi que le Sénégal a ratifié les directives de l'OMC. L'OMC qui organise quand même la distribution et le commerce à travers le monde. Et il y a des choses aussi que nous devrons respecter. Donc je pense qu'il faut aussi que les Sénégalais le sachent. Vous connaissez bien la grande distribution, vous avez travaillé à Carrefour, qui est concurrent d'Auchan. Et là, on peut citer Casino, comme ça on a les trois marques, tout le monde est content. Mais quand même, quand Auchan est si agressif dans le marché sénégalais, en dévorant avec un appétit d'ogre, il faut le dire, le marché du commerce, que faire de ces petits commerçants aujourd'hui qui ruent sur les brancards? Oui, ça, je peux comprendre que le commerce de proximité, c'est-à-dire qu'Auchan n'est pas dans le même positionnement que le petit commerce de proximité. C'est-à-dire que les enseignes comme Carrefour, ce sont des enseignes où on peut faire des courses. Le commerce de proximité, c'est du commerce complémentaire. C'est-à-dire que vous faites vos grandes courses, vous avez un invité qui va arriver entre deux, vous allez compléter vos courses. Au fait, ce ne sont pas des concurrents en réalité. C'est un système... Ah si, ils vendent tout aujourd'hui. Et puis leur prix frise le dumping. Ils font vraiment des prix cassés qui, à la longue, va faire disparaître ces petits commerces-là. Est-ce que vous entendez aussi le discours de Unacoa? Non, mais je comprends. Mais le petit commerce que vous décrivez, c'est le commerce de détail. C'est du micro-conditionnement. C'est que vous prenez, vous faites du micro-conditionnement. On le sait, les boutiques qui vendent à côté de chez nous, à 20 mètres, 30 mètres, c'est du micro-conditionnement, c'est du détail. Ça peut être intéressant pour eux, contrairement à ce qu'ils pensent. Ça peut être un levier de développement. Ça peut être tellement intéressant qu'ils vont disparaître. Non, du tout. Ils ne peuvent pas dire, mais ils doivent se réorganiser pour travailler dans cette nouvelle concurrence. Vous voulez qu'ils concurrencent Auchan? Il y a un problème. Ces petits commerces. Non, ils ne peuvent pas concurrencer, au fait. Il faut qu'ils s'adaptent aujourd'hui à l'arrivée d'Auchan. C'est vrai qu'Auchan, quand Auchan arrive, c'est une nouvelle stratégie. Mais il faut qu'ils s'adaptent à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se positionnent. Le marketing mais ces petits commerces ont besoin d'être protégés. Vous savez bien. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez mieux que moi, ils ne peuvent pas faire le poids devant ces multinationales. Est-ce que l'État n'a pas un rôle à jouer, le ministre du Commerce, afin de les protéger également? Mais nous sommes en France. En France, vous allez dans les zones d'activité commerciale, vous voyez ces enseignes, Auchan, Carrefour, Leclerc et tout, vous les voyez. Mais vous avez dans les quartiers,
Oui. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez des centres commerciaux où vous avez des boutiques d'apport. Ce n'est pas le même positionnement du tout. Ce sont des boutiques où vous allez au quotidien, tous les jours. Oui. Quand vous allez au champ, c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Ce n'est pas du tout le même. Mais ils se positionnent dans le créneau, justement, de ces petits commerces. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, parce que c'est nouveau. Oui. Mais ils ont leur... C'est pas le même dans ce qu'on appelle les niches. Oui. Marketing, c'est pas la même niche. D'accord. Eux, ils ont le commerce, parce qu'eux, ils ont quand même l'avantage d'être au Sénégal. Les Oui. boutiques de quartier, ils connaissent mieux la culture sénégalaise. Oui. Ils sont insérés là-bas depuis des années. Il y en a qui sont... Ils connaissent mieux la culture et l'approche marketing du terrain. Donc, ils peuvent mieux s'en sortir qu'au champ, mais dans leur approche locale. Et une meilleure réglementation et organisation. Oui, je suis d'accord. Là aussi, il y a des choses à changer parce qu'il faut travailler sur les formats de distribution. C'est quoi un hypermarché? C'est quoi un supermarché? C'est quoi un commerce de proximité? Un hypermarché qui vient écraser tout le monde aussi, on peut faire. Non, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas écraser, il ne faut surtout pas les écraser. Il faut les inciter à développer leur business. Et ça, c'est possible. Oui. Il faut les inciter à développer. Parce que quand Auchan arrive, c'est un développement aussi de pouvoir d'achat. Donc, il y a des gens de la localité qui vont travailler, qui vont gagner de l'argent, qui vont faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Donc, c'est l'argent qui rentre en plus. Donc, il y a une diversité de demandes, donc une diversité d'offres pour répondre à la demande. Auchan qui se positionne très très bien. Le train express régional, 225 millions d'euros pour Alstom, Engie et Thales. L'autoroute de l'avenir avec Eiffage, un PPP mal négocié selon en tout cas certains spécialistes. Bon, lors de la visite du président Emmanuel Macron à Saint-Louis, il a injecté 15 millions d'euros dans le programme WACA pour lutter contre l'érosion côtière du côté du nord de Saint-Louis. Récemment également, l'Agence française de développement et l'État ont signé 2 conventions de 54 millions d'euros pour la modernisation du réseau de la Sénélec. Mais en réalité, dans cette diplomatie économique, la balance penche plus du côté de la France. Il faut se réjouir. On donne de la main gauche et on arrache de la main droite. Non, du tout. Il faut se réjouir de cet axe, de cette vitalité diplomatique économique entre deux pays qui ont une histoire. C'est que ça dépasse le président Macron et le président Macky Sall. C'est une longue histoire entre le Sénégal et la France. Il y a d'ailleurs, le président Macky Sall le dit souvent, c'est que le problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui pose problème pour le... Allez dire ça au mouvement Auchan Dégage, ils vont vous dire qu'il y a un problème. Oui, mais je peux partager, je peux comprendre leur avis, mais je leur dis la réalité. Oui. La réalité est que c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 600 000 Sénégalais binationaux qui vivent entre le Sénégal et la France. Absolument. Ce sont des relations de famille. Vous trouverez rarement un Sénégalais qui n'a pas de famille en France. Donc, si ça va pour la France, ça peut aussi aider quelque part le Sénégal. Et si ça va pour le Sénégal, ça peut aider aussi quelque part la France. Donc, en fait, ce sont des pays, je mets ça entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Et à travailler ensemble dans un espace, bien sûr, de travail, de concertation, de dialogue permanent, de discussion, d'échange, pour trouver les meilleures formes possibles. D'égal à égal, tout simplement. Mais bien sûr, ce sont des États. Ce sont des États. Moi, j'ai participé à des négociations. On négocie d'égal à égal. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment, je vous assure qu'on négocie égal, mais il faut négocier avec des compétents aussi. C'est-à-dire que c'est une question de compétences et de connaissances, aussi dans son secteur de négociation. C'est tout. Vous arrivez dans votre secteur de négociation. Vous savez, moi, j'ai participé à la négociation bilatérale pour la convention franco-sénégalaise sur la convention sociale, mais j'ai vu des inspecteurs de travail venir du Sénégal, mais qui ont un niveau excellent et qui ont débattu avec leurs homologues français. Et en tout cas, aujourd'hui, sur la balance, on peut dire que c'est le coq qui chante plus que le lion ne rugit. C'est parce qu'il ne faut pas avoir le complexe que la France est un pays hyper développé, que le Sénégal est un pays sous. Il ne faut pas avoir ce complexe-là. Nous avons, la plupart des dirigeants sénégalais ont fait leurs études ici en France. Ils ont été dans les mêmes écoles. Ils ont les mêmes parcours. Donc, il n'y a plus de complexe à faire à ce niveau. Nous avons des binationaux, des Sénégalais qui sont nés ici, qui savent ce qui se passe ici, qui partent au Sénégal, qui restent là-bas ou qui reviennent. Et qui ont souffert durant l'instauration des visas.
Oui, oui, absolument. Est-ce que c'était une erreur avec le recul? Non, c'est pas. Au fait, une erreur, on ne peut pas le dire. C'est quand même un État qui a mis ça en place. Il y a eu des réflexions. Une erreur d'appréciation. Mais je pense parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts avec cette histoire. Il y a eu des difficultés. C'est pour cela que le président Macky Sall a pris une décision après avoir fait le bilan de ce qui a été pendant 1 an et demi. Il s'est concerté avec les acteurs économiques des territoires qui avaient des difficultés, notamment sur le plan touristique, sur le plan hôtelier. Donc, il a pris une décision qui, de mon point de vue, est une décision qui correspondait à la réalité, parce qu'aujourd'hui, les hôtels sont pleins, le tourisme revit au Sénégal. Donc je pense que la décision, elle a été une décision salutaire. Alors, il y a presque 1 an, le 19 octobre 2017, si ma mémoire est fidèle, il y a eu un séminaire intergouvernemental entre franco-sénégalais présidé par les premiers ministres Édouard Philippe et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ça a été l'occasion de redéfinir en tout cas les orientations stratégiques. 1 an après, que peut-on retenir de concret? Il y a eu beaucoup d'avancées, notamment sur les conventions. Donc nous avons, vous savez qu'entre le Sénégal et la France, il y a énormément de conventions. Donc, on a près de 70 accords bilatéraux dans le cadre juridique. Il y en a plus, énormément. Il y a beaucoup de conventions qui doivent être revisitées. Il y en a qui sont vivantes, qui sont revisitées annuellement. Il y en a d'autres qui restent, qui peuvent même parfois être oubliées. Mais ce sont des conventions qui existent. En fait, au-delà des conventions, il faut, quand on a un séminaire intergouvernemental à ce niveau, il faut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux États. Il y a eu des avancées depuis lors? Bien sûr qu'il y a eu des avancées. Ce qui est intéressant par rapport à notre émission, c'est qu'il y a une convention qui concerne les Sénégalais de l'extérieur pour les aider dans le cadre du financement de leurs projets et dans le cadre des activités associatives. Donc ça marche bien, c'est une ligne de financement qui existe, qui marche bien et qui aujourd'hui apporte un plus au niveau de l'État du Sénégal. Maintenant, les autres, je ne les suis pas forcément parce que je suis pas... Ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais je sais que c'est un séminaire intergouvernemental est toujours important. Ensuite, l'autre point qui m'intéresse, c'est ce qui concerne l'immigration. Donc nous avons même 2 mois ou 3 mois après, nous avons tenu une réunion de débriefing avec certains ministères ici en France. Justement, dans l'échange de jeunes professionnels, que pensez-vous du Visatech instauré par le président Emmanuel Macron, qui a été ouvert d'ailleurs depuis le 15 juin 2017? N'avez-vous pas peur que cela absorbe nos talents? Non. Quand je dis nos talents africains, sénégalais. Non, du tout. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, un ministère de la formation professionnelle qui sont en train de faire un excellent boulot sur l'attractivité du Sénégal, sur la question de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas peur. Mais nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui a des priorités. Et dans ces priorités, nous avons besoin de former les gens qui savent gérer ces secteurs d'activité. Mais vous le savez mieux que moi, la diplomatie numérique est un secteur clé aujourd'hui. Absolument. Absolument. C'est un secteur clé. C'est un secteur d'ailleurs qui se développe énormément au Sénégal, qui est reconnu aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des start-up sénégalaises qui se développent et c'est important pour nous parce que ceci montre quand même que le Sénégal aujourd'hui fonctionne, en tout cas au même rythme que les pays développés. Bien sûr. Sur ces secteurs-là. Nous ne sommes pas quand même le Danemark qui est allé jusqu'à détacher un ambassadeur auprès des GAFA. Nous ne sommes pas encore là. Mais comment protéger ces startups-là justement aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait dans la législation ici à Paris? Est-ce que vous recevez souvent ces jeunes qui viennent lors de ces rendez-vous à Paris? Je discute régulièrement avec ces jeunes-là. Enfin, comment les protéger, je ne sais pas, mais je pense que le Sénégal a mis énormément de moyens pour les accompagner. Il y a des pépinières d'entreprises, il y a un accompagnement, il y a des structures qui se créent et qui sont en train de développer au niveau de la Jeune France de Diamniadio. Je pense que tout cela va contribuer aujourd'hui à les rassurer, à les encadrer et à leur donner en tout cas des moyens de leur ambition pour que demain que le Sénégal puisse en bénéficier. C'est important parce que nous sommes dans un contexte où on a l'impression qu'on fait miroiter à ces jeunes Sénégalais ce Visatech. Est-il pertinent de se jeter là-dessus les yeux fermés dans un créneau qui rappelle quand même l'immigration choisie de Nicolas Sarkozy? Non, vous savez, chaque pays a ses logiques. Nous c'est la souveraineté du Sénégal qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire monter nos compatriotes en expertise dans tous les domaines. Et les échanges, quand vous voyagez dans le monde, rien que le voyage, c'est de l'expertise
Mais quand vous allez dans un autre pays et que vous apprenez à améliorer vos capacités professionnelles, c'est pas mal aussi. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Le Sénégal est un pays ouvert. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enferme, il ne faut pas qu'on ait peur. Les gens reviendront de toute façon. Vous verrez aujourd'hui, si vous faites une petite enquête autour de vous, vous allez voir de plus en plus de Sénégalais qui ont eu à travailler dans le monde entier et qui reviennent au Sénégal. Et ça, ce n'est pas encore connu. Mais de plus en plus, nous avons notre passage dans nos bureaux, des gens qui viennent de l'Asie, en Chine en particulier, d'autres qui quittent la France, dans les Mureaux, Mantes-la-Jolie, des jeunes qui sont nés ici, qui ont peut-être l'expertise, qui n'est pas de l'expertise au niveau ingénieur, mais de l'expertise dans les BTP, de l'expertise dans le bricolage, dans la peinture, et aujourd'hui qui vont créer des entreprises au Sénégal. Ou même dans le transport. Dans le transport, exactement, qui repartent au Sénégal, qui s'installent avec leur famille, et qui font le sens inverse des parents. Parce que les parents étaient venus ici en immigré, eux, ils ramènent les parents et ils vont s'installer là-bas. Donc ça va se connaître dans bientôt, d'ici peut-être 2 ans, je pense qu'on va en entendre parler, parce que c'est de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Le transport nous amène à parler de Air Sénégal, qui va reprendre la ligne Dakar-Paris en février au détriment de Corsair. En tant que consul, cela vous fait certainement plaisir de voir un avion floqué Air Sénégal au terminal 2E. Absolument, absolument. Je pense que tout le monde doit se réjouir de cela. C'est qu'un pays, c'est d'abord une fierté. C'est le drapeau qui est là. Ce drapeau-là, on a besoin, comme tous les autres pays, qu'il flotte dans les airs. Qu'on voit le drapeau du Sénégal, parce que là, quand vous êtes dans l'avion, vous voulez, il y a tous les grands pays, aujourd'hui, il n'y a pas un seul grand pays qui n'a pas de compagnie aérienne. Pourquoi le Sénégal se priverait-il d'une compagnie aérienne? C'est quand même le drapeau, c'est comme une compétition de football ou une compétition, je ne sais pas, où toutes les équipes sont là et que vous voyez que votre équipe n'est pas présente ou votre pays n'est pas présent. C'est d'abord une question nationale de souveraineté et de fierté. Et je pense que le président Macky Sall, au-delà de son projet de faire du Sénégal un hub aérien, c'est d'abord cette identité du Sénégal à travers le monde. Le Sénégal va participer dans toutes les compétitions. Ça, c'est une décision où les moyens sont mis pour que le Sénégal puisse être présent dans le concert du monde. C'est très beau ce que vous dites. Seulement, vous n'êtes pas Philippe Bonne, mais je vous pose quand même la question, est-ce que Air Sénégal sera vraiment un vrai concurrent d'Air France? On ne va pas dans la concurrence. C'est comme tout à l'heure quand vous évoquez Auchan. Chacun a la possibilité de se poser. C'est tout simplement un positionnement. Non, mais je pose la question parce qu'en termes de rapport qualité-prix, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais Corsair quand même arrivait à talonner Air France. Aujourd'hui, on va enlever Corsair, on se positionne, ok d'accord, on a besoin d'un porte-étendard dans le ciel, mais est-ce qu'on va y mettre les moyens et le sérieux qu'il faut et ne pas faire de complaisance justement face à Air France? On ne va pas se lancer pour concurrencer Air France. Mais aussi, on ne va pas se faire complexe devant Air France. On est un pays, on se construit. On a des idées. Maintenant, on va évaluer. Est-ce qu'on va arriver à ce niveau ou pas? Quelle sera la pertinence de mettre ce projet? Ça va, ceux qui connaissent ce secteur vont pouvoir évoluer. Les succès et aussi peut-être les éventuels échecs qui vont arriver. Mais je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut au Sénégal une compagnie aérienne de dimension internationale, une grande compagnie qui sera reconnue dans... Il y a des pays qui l'ont fait, l'Éthiopie le fait, et ça marche. L'Afrique du Sud le fait, le Kenya, il y a d'autres pays qui le font et ça marche. Pourquoi le Sénégal serait-il privé d'un secteur comme ça, où il a la possibilité de faire voler ses avions à partir du Sénégal pour aller dans le monde entier, de revenir? D'autant plus que nous sommes plus de 3 millions de Sénégalais qui vivons à l'étranger. Pourquoi ne pas aujourd'hui donc avoir ce lien avec notre pays via Air Sénégal? Là aussi, le Sénégal a fait son marché chez Airbus, notre groupe français. Exactement. On attend 2 Airbus A330 Neo, cet appareil qui serait un appareil haut de gamme. Est-ce que vous avez regardé tout ça? Je suis l'actualité, mais je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas beaucoup de pays qui construisent des avions. Là aussi, c'est une autre entreprise française qui se Oui, c'est une autre, mais je trouve que c'est une très... Moi, en tant que représentant du Sénégal ici en France, je me réjouis de que la France puisse aujourd'hui être le pourvoyeur du Sénégal, parce que ce sont des avions de qualité. Je pense qu'il y a eu une étude de marché. On a cherché à savoir où est-ce qu'il
plus raisonnable et pour nous, c'est plus intéressant pour nous. Je pense que c'est une bonne coopération. C'est une vitalité, comme je dis, des relations bilatérales entre le Sénégal et la France. Cela vous gêne vraiment, ce sentiment de rejet du Made in France? Ça vous gêne vraiment? Oui, ça me gêne. Pourquoi? Très franchement, ça me gêne. Pourquoi? Non, au fait, je pense Parce que vous êtes bien à Paris? Non, ce n'est pas que je suis bien à Paris. Ce n'est pas moi, au fait. C'est le Sénégal et la France. Ça dépasse nous tous. Entre le Sénégal et la France, c'est quand même une histoire. Et après, voilà, il y a eu des choses qu'on a dit, des choses, voilà. Mais aujourd'hui, Made in France, il faut que nous puissions aujourd'hui parler de notre Made in Sénégal. Il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que c'est la France. Mais on ne veut que ça, justement. Les gens se battent pour que le consommer local, la préférence nationale, les gens se battent pour ça. Mais il y a des choses qui sont déjà faites sous le magistrat de Macky Sall. Je pense que le Made in Sénégal, vous allez à la CEPEX, vous allez au ministère du Commerce du Sénégal, vous allez avoir les chiffres sont hallucinants, mais en tout cas, nous avons de bons chiffres, nous avons des scores pas dire extraordinaire, en tout cas de commerce international. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus le Sénégal, le drapeau du Sénégal qui Nos produits destinés à l'export. Oui, nous avons des produits. L'horticulture, l'horticulture sénégalaise est très bien vendue à Rungis. Ça arrive à Rungis, tous les jours vous y allez. Le plus grand marché d'Europe? Là, oui, exactement. La mangue sénégalaise, elle commence à percer le monde, elle commence à avoir une identité. Et il y a d'autres projets qui arrivent aussi. Je n'ai pas connaissance de tout, mais je sais que le Made in Sénégal, aujourd'hui, il y a des Sénégalais quand même qui sont en train de faire un trait. Parce que le marché, le commerce international a aussi sa rigueur. Donc vous ne pouvez pas aller commercer sur le marché Sandaga quand vous allez venir commercer ici à Rungis. Ce n'est pas la même chose. Il y a des calibrages, il y a des normes à respecter, il faut connaître le marché. Et je vous assure, mais nous avons notre coup à jouer. Donc, nous avons énormément de choses à faire pour améliorer notre balance commerciale. Très bien. Dernière chose sur Air Sénégal. Est-ce que vous serez dans le vol inaugural ou bien le président de la République, Macky Sall, est-ce qu'il y sera afin de rassurer les Sénégalais? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous-même, est-ce que vous y serez? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas c'est quand. C'est en février? Oui, mais je ne sais pas, je connais que ça, mais je ne connais pas le jour, je ne sais pas, peut-être que les choses sont en train d'être organisées. Très bien. On vous le dira plus précisément. Très bien. On va parler de la diplomatie française. À présent, cela fait 6 ans que vous êtes en poste ici à Paris. Vous en avez vu défiler des ministres au Quai d'Orsay. Vous occupez depuis 6 ans la rue Amiral Hamelin. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de disruptif entre l'ancien monde et le nouveau monde, comme on dit aujourd'hui en France? Bon, entre le président Macron et le président Hollande, je pense que très certainement, il y a des choses qui changent, mais cela reste entre les relations bilatérales entre le Sénégal et la France. Ce qui change, moi, à mon niveau, c'est au niveau de l'immigration. Je vois aujourd'hui quand même, on est de plus en plus regardant sur les dossiers et on le gère au quotidien. On a des relations avec les autorités françaises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit régulièrement. Il y a un contact régulier. Ce qui ne se faisait pas avant? Non, c'était pas. C'était pas si fréquent? C'était pas si fréquent. D'accord. Quand même, on a une concertation très fréquente. Et j'ai noté aussi qu'au niveau des visas, au niveau du Sénégal, il y a quand même beaucoup plus de visas qui sont donnés à nos compatriotes, notamment au niveau des étudiants. Il y a une augmentation sensible des effectifs. La Rwandaise Louise Mushiwakabo est la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Quelle appréciation en faites-vous? Je rappelle qu'elle était la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Exactement. Voilà, donc c'est surtout que c'est une ministre des Affaires étrangères africaine. Donc je pense qu'il y a un consensus au niveau de l'Afrique francophone, je veux dire. Je pense que c'est une très bonne chose. Même si elle est anglophone, moi, je ne la considère pas comme une anglophone. Moi, je considère que c'est maintenant qu'elle est secrétaire, c'est une francophone qui va défendre la francophonie. La francophonie, c'est un espace de partage, de diversité culturelle, ethnique. Voilà, c'est une grande diversité très, très enrichissante. Je pense que par rapport à son expérience,
Et par rapport aussi, je pense que c'est une polyglotte, elle parle plusieurs langues. Absolument. Je pense qu'elle va aider, comme l'a fait le président Abdou Diouf, sous le magistère du président Abdou Diouf. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la francophonie. Mais selon votre expérience en diplomatie, peut-on penser que le président Macron a soutenu le Rwanda d'abord pour affermir les liens entre la France et le Rwanda, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais aussi pour séduire l'Afrique anglophone? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question parce que ça c'est dans les coulisses. En fait, de la discussion des couloirs diplomatiques. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Vous y habitez, hein, je dans les couloirs diplomatiques, vous y habitez. Non, du tout. Moi, je suis plutôt consulaire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux vraiment pas dire comment ça a été fait. Mais moi, en tant que consul général du Sénégal ici, en tant que Sénégalais, je me réjouis en tout cas. Ça interroge. Le Rwanda a toujours défié les règles de la francophonie en privilégiant l'anglais comme langue nationale, en intégrant également le Commonwealth en 2009, tout ça, ça interroge. Mais je sais que le français aussi est une langue nationale au niveau du Rwanda. Donc mais ils ont priviligé l'anglais depuis 2009. Moi, je pense qu'il y a le français est très présent au niveau du Rwanda, sinon je pense que ça se ferait pas. Et que retenez-vous alors de Michaëlle Jean? Moi, je retiens c'est une femme. Michaëlle Jean, oui, je pense qu'elle a eu le parcours qui était le sien. Qui a dénoncé les arrangements des États. Oui, c'est possible. Donc, vous savez que ce sont des choses qui peuvent arriver dans les négociations ou dans ses ambitions de prise de pouvoir. Mais moi, je retiens qu'elle était une femme, qu'elle a été remplacée par une femme. Elle était, qui a aussi des capacités de pouvoir aujourd'hui faire bouger les choses au niveau de la francophonie. Nous attendons beaucoup de la francophonie. C'est un espace qui est important pour nous, surtout sénégalais, parce que nous faisons partie quand même de ceux qui ont mis en place cet espace avec donc Léopold Sédar Senghor et deux autres chefs d'État, Bourguiba et je ne sais plus le troisième, c'est qui. Donc c'est un espace qui nous appartient. Absolument. Et nous sommes jaloux de cet espace. Donc je pense qu'en s'inscrivant dans la dynamique du président Abdou Diouf, je pense qu'elle pourra faire beaucoup de résultats. Très positifs. Bien. Monsieur le consul général Amadou Diallo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, mais je ne pouvais pas ne pas évoquer quand même les Jeux Olympiques de la jeunesse. Je pense que... Qui sont à Dakar. Exactement. Donc c'est quand même une belle victoire diplomatique. Donc que le Sénégal soit couronné un succès de ce niveau, c'est quand même des Jeux Olympiques. C'est très rare que des événements comme ça soient organisés dans notre continent. Donc, je pense qu'il y en a eu en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui va les organiser en 2022. Je pense que c'est qu'il faut saluer et je suis sûr que nous allons énormément en profiter, faire surtout profiter notre jeunesse, qui va encore donner l'ouverture à la jeunesse sénégalaise, mais aussi du point de vue économique, du point de vue culturel. C'est le rayonnement du Sénégal dans le monde qui va continuer, ou en tout cas qui va s'accentuer avec les Jeux Olympiques de 2022. Très bien, merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Passage à Paris. C'était un immense plaisir de vous retrouver. À très bientôt et excellente suite des programmes. Merci, Chérif.